60 ans d'indépendance. Et pourtant, on n'a toujours pas la liberté totale. Pourquoi? Aoua Donmelo, candidat à l'élection présidentielle 2025 en parle dans son interview. Une économie de matière grise et en même temps de changer l'école, de changer le système de santé. Comme j'ai indiqué tout de suite, il faut développer des technopoles pour qu'on puisse produire localement le minimum. On n'est même pas capable de produire une pièce détachée. Alors qu'aujourd'hui, chaque école, moi je voyage beaucoup, chaque école, il y a des incubateurs, il y a des start-up, il y a tout un environnement qui permet à l'élève non seulement d'apprendre, mais d'innover. Et cette innovation-là permet au pays de se développer dans la mesure où on a un potentiel de brevets qu'on n'imagine pas. Prenez le cas de la médecine traditionnelle. C'est un gisement énorme de brevets qu'on peut développer. Chaque brevet est une industrie potentielle. Et donc, en créant des start-up, en créant des incubateurs, en créant des pépinières d'entreprises et des zones d'innovation, on est capable de booster le développement industriel. On aura même besoin de main-d'œuvre. Dans ces 42 opérations que vous entendez développer pour la Côte d'Ivoire, quels sont les prioritaires? D'abord, le véhicule démocratique dont je décris à travers le Conseil des sages et une loi d'amnistie, et puis les leviers de la souveraineté, à savoir la question de la défense et de la sécurité. Pour moi, les bases coloniales, les bases militaires coloniales ont vécu. Elles n'existent pratiquement plus aujourd'hui. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Les accords de défense existent bel et bien. Nous sommes dans un environnement technologique où vous pouvez être, je sais pas moi, en France, et puis attaquer la Côte d'Ivoire à travers les nouvelles technologies de défense et de sécurité. Vous pouvez avoir des sous-marins, vous pouvez avoir toutes les technologies. Et puis même, en un rien de temps, vous pouvez transporter, héliporter, ou même utiliser les cargos pour faire débarquer des chars et tout un contingent. Donc, ce n'est pas la question d'être présent ou de ne pas être présent, c'est les accords de défense. Il faut tout simplement, je dirais, évidemment, on aura toujours besoin de coopérer avec la France, mais à notre condition. Comme je dis toujours, on prendra le meilleur là où il se trouve. S'il se trouve en France, on ira chercher. Mais s'il se trouve ailleurs, on n'a plus de raison d'avoir un accord de type monopolistique sur la défense et la sécurité. Il faut pouvoir s'ouvrir. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire s'est ouverte déjà. Elle est ouverte vers la Turquie, vers la Chine. Mais les accords de défense existent toujours. C'est ça qui constitue la pierre angulaire et que je dirais, que j'appelle les derniers liens de la colonisation. Il faut les annuler. Si ce n'est plus utile, il faut les annuler. Mais pourquoi ça existe? Ça veut dire qu'il y a un intérêt. Et donc, pour moi, il faut les annuler. C'est comme les accords monétaires. Les accords monétaires, aujourd'hui, si vous voulez commercer avec la Chine ou la Russie, vous êtes obligé de passer par la France, avoir le visa de la France, parce que vos dollars et vos euros se trouvent en France, selon les accords monétaires. Et donc, vous ne pouvez pas outrepasser, je veux dire, ce chemin-là. Et quand un pays comme la Russie fait l'objet de sanctions, SWIFT est impraticable. Et donc, vous ne pouvez pas commercer avec... Or, il y a des choses à prendre en Russie. Il y a des choses à prendre au Brésil. Il y a des choses à prendre en Chine. Il y a des choses à prendre un peu partout dans un monde multipolaire. Nous voulons le meilleur pour la Côte d'Ivoire. Et non un monopole de l'ancienne puissance coloniale. C'est pour ça les accords monétaires, les accords de défense, il faut... Comment vous pouvez concevoir qu'après 60 ans, plus de 60 ans d'indépendance, on n'est même pas capable de fabriquer un pistolet pour nos policiers? C'est incroyable quand même. Mais tout simplement parce que c'est un monopole, un marché réservé à l'ancienne puissance coloniale. Et donc, il faut développer une industrie militaire pour avoir la capacité d'échapper aux embargos, à toutes les sanctions qui ont frappé la Côte d'Ivoire. C'est ce que je disais tout à l'heure, il y a quand même un début. Parce que moi, selon certaines sources, il y a des équipements qui sont pris en Chine, par exemple, en Turquie, et vers bien d'autres partenaires. L'industrie militaire est une nécessité. Parce que nous sommes dans un monde où la sanction devient une arme politique. Et donc, lorsque vous développez, je vais dire, une politique sécuritaire qui n'arrange pas l'ancienne puissance coloniale, vous êtes frappé d'embargo.
Et donc même les munitions, vous ne pouvez plus les avoir. Est-ce qu'il n'y a pas de contradiction? Parce qu'aujourd'hui, l'ancienne puissance coloniale était le premier partenaire commercial de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Donc, est-ce qu'entre-temps, beaucoup de choses n'ont pas changé? Est-ce qu'il n'y a pas un début de volonté, justement, de se défaire de cette tutelle historique? Mais c'est ça, moi, je vais accélérer. À quoi servent ces accords? Moi, je vais accélérer le processus pour qu'on soit libéré. Je vais accélérer le processus pour que tous les contrats de concessions asymétriques soient tout simplement révisés au profit de l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Parce que vous voyez, si on veut industrialiser la Côte d'Ivoire, prenez le secteur de l'électricité. Mais vous savez combien coûte le kilowattheure d'électricité en Côte d'Ivoire comparé au kilowattheure d'électricité en Chine, qui est notre concurrent immédiat en matière d'industrie. Mais si vous n'êtes pas compétitif en matière d'électricité, vous ne pouvez pas développer l'industrie. Or, le coût de l'électricité est très élevé en Côte d'Ivoire, tout simplement parce que tout le circuit est privatisé. Et donc, ceux qui détiennent ces concessions-là cherchent beaucoup plus de profits qu'un service à l'industrie. C'est comme les télécommunications, c'est comme le carburant. Aujourd'hui, le coût du carburant, regardez un peu. Le litre de super, combien ça fait? Mais allez-y un peu en Chine, en Inde et en Russie, ce n'est rien du tout. Comme je dis toujours, le litre, vous êtes à la station, vous faites le plein, c'est 250 francs le litre. Ici, on a 800 et quelques. Donc, vous voyez qu'en développant des rapports, nous sommes capables d'avoir une capacité, je vais dire, de baisser la cherté de la vie. Et en même temps, une capacité d'avoir un service pour l'industrie. Parce que si vous produisez des usines et que ce que vous produisez, ce n'est pas compétitif au niveau international, vous allez être écrasé par les géants. Donc il y a tout un ensemble d'environnements à créer pour que nous puissions passer d'une économie des matières premières à une économie industrielle. Dans les conditions actuelles, ce n'est pas possible. Est-ce que dans vos 42 opérations, il y a un pan important pour les infrastructures? Là, je pose la question à l'ancien directeur général du Benet, oui, qui, chaque fois qu'il a eu l'occasion de prendre la parole publiquement, a dénoncé une sorte d'infrastructure de prestige sous le régime RHDP. Oui. Ça veut dire que vous ne feriez pas de 6e pont, de 7e pont, de 8e pont une fois à la tête de l'État? Ben, on fera toujours des ponts. Mais ce que je veux dire, c'est que... Dans ce cas, pourquoi dénoncer ce que fait non, parce que ça coûte cher. En ce moment? Le gré à gré n'est jamais une bonne pratique. Le gré à gré, on connaît tous ce que ça cache. Et donc, ce n'est jamais une bonne pratique. Il faut rompre avec le gré à gré et puis faire compétir les entreprises. Est-ce que tous les marchés attribués sont de gré à gré? La plupart du temps, c'est du gré à gré. Je suis désolé, mais c'est du gré à gré. Et donc, il faut rompre avec cette pratique-là. Et puis ensuite, en matière d'infrastructure, on a eu une deuxième révolution à faire. Laquelle? C'est la révolution du chemin de fer. Vous savez, tous les pays industrialisés au monde ont un système de chemin de fer pour transporter la matière première vers l'usine, mais aussi transporter les produits finis vers la destination désirée. C'est le système le moins cher. Et donc, si nous voulons développer, industrialiser la Côte d'Ivoire, et au-delà de la Côte d'Ivoire, tout le continent africain, il faut mettre l'accent sur le chemin de fer. Et donc, cette deuxième révolution-là, il faut la faire. Depuis les indépendances, on n'a même pas construit un seul kilomètre de chemin de fer. Et le chemin de fer qui existe aujourd'hui, qui va jusqu'à Akaya, il a été construit avant la décolonisation. On n'a même pas ajouté un seul kilomètre. Et donc, on a un seul chemin de fer, mais on ne peut pas faire de l'industrie avec ça. La preuve, c'est que vous constatez que la plupart des industries ont fleuri souvent le long de ces chemins de fer-là. Confréville, Cotivo, etc. Tous ces usines-là ont fleuri. C'est pour dire que le chemin de l'industrialisation passe par le chemin de fer. C'est une révolution importante. Et la deuxième révolution, c'est les pistes rurales. Il faut les rendre praticables en toute saison. Et donc, c'est comme ça qu'on pourra fluidifier les rapports entre le village, le campement et la ville industrielle. Qu'en penses-tu de sa vision? N'hésite pas d'en parler dans les commentaires. Et si tu crois en une Afrique forte et indépendante, abonne-toi maintenant et partage ce message.